Son oncle lui avait promis une éducation, mais il en avait fait son esclave sans savoir qui elle devenait en silence. À 19 ans, elle frottait le sol d'une autre famille tandis que son propre avenir pourrissait dans une réserve qui sentait le poisson séché. Son oncle avait tout promis à ses parents, l'école, oui, un avenir, une chance. Il l'avait cru, car il rentrait en voiture, portait des chemises de sénateur repassées et avait l'art de faire passer ses mensonges pour des projets. Ils avaient envoyé leur fille chez lui avec un petit sac et un grand rêve. À la place, il lui avait donné un balai, une serpillière, un réveil à 4h30, un tapis dans la réserve, et 4 années à regarder, chaque matin, ses propres enfants partir à l'école pendant qu'elle restait à la porte, un seau à la main. Il croyait lui avoir tout pris. Il ne savait pas qui elle devenait en silence. Dans le village d'Oguta, ses parents croyaient qu'elle était à l'école. Ils le croyaient parce que l'oncle Boniface le leur avait dit. Il envoyait des messages, décrivait l'école qu'elle fréquentait, les matières qu'elle étudiait, les progrès qu'elle faisait. Une fois, il avait même produit un bout de papier qu'il appelait un bulletin et l'avait envoyé au village par un voisin de passage. Ce n'était pas un bulletin, mais ses parents ne le savaient pas. Ils étaient fiers. Ils disaient à tout le monde dans le village que leur fille était à Lagos, qu'elle y recevait une éducation, qu'elle se construisait un avenir. Et dans une réserve au 2e étage d'une maison à Surulré, leur fille résolvait des problèmes de mathématiques à la lueur d'une lampe torche, dans les marges d'un vieux manuel abandonné. Parce qu'elle avait décidé que si personne ne lui offrirait une éducation, elle la construirait elle-même. Elle s'appelait Adaz. Dans sa langue, cela signifiait fille d'un roi. Personne dans cette maison n'utilisait son nom. Il l'appelait fille, ou viens ici, ou tu es sourde. Tu n'as pas entendu que je t'appelais? Adaz répondait à tout cela, mais gardait son vrai nom bien au fond d'elle-même, là où il ne pouvait pas l'atteindre. Elle avait 15 ans lorsque l'oncle Boniface était rentré à Oguta pour Noël. Il était arrivé en voiture. Rien que cela suffisait à faire de sa visite un événement. Il portait une chemise de sénateur repassée et de bonnes chaussures en cuir, et saluait les gens avec cette énergie particulière des hommes qui veulent que le village comprenne que Lagos lui avait souri. Il avait apporté des sacs de riz et des boîtes de boissons maltais. Il s'était assis dans le salon de la famille d'Adaz et avait parlé à ses parents avec l'autorité d'un homme qui apportait une solution à un problème qu'il n'avait pas encore formulé. La famille d'Adaz n'était pas pauvre de la manière dont ceux qui n'ont jamais connu la pauvreté l'imaginent. Ils étaient pauvres de cette façon précise et épuisante des familles qui travaillent dur et ne parviennent jamais à s'en sortir. Son père réparait des motos, sa mère vendait des arachides et du poisson fumé au marché en bord de route. Ensemble, ils nourrissaient 6 enfants, payaient le loyer, réparaient le toit, et il n'y avait jamais tout à fait assez de tout. Adaz était la 2e née et la seule fille. Depuis l'école primaire, elle était première de sa classe. Son professeur avait écrit en rouge dans son dernier bulletin de primaire, ce qui était inhabituel, que cet enfant ne devait en aucun cas arrêter ses études. Ses parents avaient lu ces mots et en avaient ressenti le poids, celui de ne pas pouvoir les garantir. Puis l'oncle Boniface s'était assis dans leur salon, avec sa chemise repassée, ses bonnes chaussures et sa voiture garée devant, et il leur avait fait une proposition. Il emmènerait Adaz à Lagos et l'inscrirait dans une bonne école. Elle vivrait avec sa famille, aiderait un peu à la maison comme le ferait n'importe quel enfant, et en échange, elle recevrait l'éducation que ses parents ne pouvaient pas lui offrir. Elle rentrerait pour Noël. Elle appellerait chaque semaine. Ses parents avaient posé des questions. Il avait une réponse pour chacune. Ils avaient prié, discuté, regardé Adaz, assise dans un coin de la pièce, faisant semblant de ne pas écouter une conversation qui concernait entièrement son avenir. Elle n'avait pas peur. À 15 ans, elle était pleine de ce courage particulier de ceux qui n'ont pas encore appris toutes les façons dont la confiance peut être trahie. La veille de son départ, sa mère lui avait tressé les cheveux. Son père lui avait glissé 200 naira dans la main à la porte, tout ce qu'il avait, et lui avait dit « Rends-nous fiers ». Elle lui avait promis qu'elle le ferait. Et elle le pensait de tout son cœur. Personne ne savait ce qui l'attendait déjà dans cette maison de Lagos, ce qui avait déjà été décidé avant que la voiture ne quitte leur route. La maison de Surulré était grande, du moins selon les standards de tout ce qu'Adaz avait connu, 2 étages, un groupe électrogène, un portail avec un cadenas, un salon carrelé avec une grande télévision et des fauteuils qu'on lui avait ensuite interdit d'utiliser.
Tante Ngozi l'avait accueillie à la porte. Tante Ngozi, la femme de l'oncle Boniface, était une femme menue et précise, dont le visage avait appris à exprimer l'approbation et la désapprobation avec une efficacité redoutable. Elle avait regardé Adaz comme on regarde un meuble dont on se demande où le placer. Elle lui avait demandé si elle était forte. Adaz avait répondu oui, et Tante Ngozi avait hoché la tête, comme si cela confirmait quelque chose. La première semaine, Adaz avait attendu que quelqu'un mentionne l'école. Elle aidait volontiers pour les petites tâches. Elle ne voulait pas être un fardeau. Elle voulait montrer qu'elle était responsable et reconnaissante. Le 8e jour, la femme de ménage de la famille avait annoncé qu'elle rentrait dans son état natal. Elle était partie un vendredi matin avec ses 2 sacs et sa malle en métal. Vendredi après-midi, Tante Ngozi avait montré à Adaz où étaient rangés les produits de nettoyage. Samedi, elle lui avait expliqué l'emploi du temps quotidien. Lundi, Adaz faisait tout ce que la femme de ménage faisait avant, cuisiner, balayer, laver, repasser, s'occuper des 3 enfants en bas âge. Tout. Elle attendait toujours qu'on l'inscrive à l'école. Elle avait attendu 2 mois avant d'oser demander. Tante Ngozi lui avait répondu, avec la patience de quelqu'un qui explique une évidence à une personne lente, qu'elle devait être patiente, que tout avait son heure. Adaz était patiente. Elle croyait que la patience était une vertu et que les choses finissaient par s'arranger pour ceux qui savaient attendre. Elle ne savait pas encore que la patience, entre de mauvaises mains, n'était que le chemin le plus long pour n'arriver nulle part. Les mois étaient devenus une année était devenue 2. Chaque matin, les 3 enfants de l'oncle enfilaient leur uniforme, montaient dans la voiture qui les emmenait à leur école privée, et chaque matin, Adaz restait à la porte à regarder la voiture disparaître au coin de la rue, puis se retournait vers la cour et attrapait son balai. À Augusta, ses parents recevaient des messages de l'oncle Boniface leur disant qu'Adaz allait bien, qu'elle étudiait dur, qu'elle devenait une jeune femme accomplie. Ils étaient fiers. Ils remerciaient Dieu. Personne ne leur disait la vérité. Et personne dans cette maison n'imaginait que ce qu'il faisait à cette jeune fille, ce qu'il lui prenait année après année, discrètement, sans drame, un jour leur reviendrait d'une manière que personne n'aurait pu prédire. En 4 ans, Adaz avait rempli 11 cahiers. Des mots, des définitions, des phrases, des faits entendus à la radio, les noms de pays qu'elle avait entendus aux informations, des problèmes de mathématiques résolus à la main à partir d'un manuel de 3e qu'elle avait trouvé abandonné derrière la maison. Elle avait travaillé chaque problème, puis recommencé pour s'assurer de les comprendre différemment la 2e fois. Elle n'attendait plus. Elle avait arrêté d'attendre quelque part pendant la 2e année, quand elle avait compris qu'attendre que l'oncle Boniface et Tante Ngozi lui donnent ce qu'ils avaient promis revenait à attendre que l'harmattan apporte la pluie. Les conditions n'étaient tout simplement pas réunies. Alors, elle avait créé ses propres conditions. Elle avait trouvé où se trouvait la bibliothèque publique, à 3 arrêts de bus. Les jours où elle pouvait partir sans se faire remarquer, elle y allait. Elle n'avait pas toujours l'argent pour le bus. Ces jours-là, elle marchait, 40 minutes dans chaque sens. Elle s'asseyait dans la bibliothèque pendant le temps qu'elle pouvait voler, et lisait l'histoire, les sciences, la littérature, le droit, tout ce qui se trouvait sur les étagères et qu'elle n'avait pas encore lu. La bibliothécaire, une femme plus âgée nommée Madame Adétutu, l'avait remarquée après sa 4e visite. Elle avait remarqué le cahier. Elle avait remarqué la façon dont Adaz lisait, non pas comme on lit pour passer le temps, mais comme on lit pour construire quelque chose. Un après-midi, Madame Adétutu lui avait dit discrètement que l'école du soir de la mairie, à 3 rues de là, acceptait des inscriptions. Les cours avaient lieu de 18h à 20h. Les frais étaient modestes. Adaz l'avait regardé longuement, puis avait demandé comment s'inscrire. Elle avait payé avec l'argent qu'elle avait économisé pendant 8 mois, des pièces de monnaie gardées sur la monnaie rendue au marché, en arrondissant les prix dans sa tête quand on l'envoyait faire des courses, et en gardant la différence. 5 naira ici, 10 naira là, construisant lentement son épargne avec la patience de quelqu'un qui avait enfin dirigé cette patience vers son propre sauvetage. Elle n'en avait pas parlé à l'oncle Boniface. Elle n'en avait pas parlé à Tante Ngozi. Elle avait simplement commencé à suivre les cours du soir, et pour la première fois depuis 4 ans, elle s'était assise dans une salle où l'on attendait quelque chose de son esprit.
Elle était la nouvelle élève la plus âgée de sa classe, de 3 ans, et la plus rapide, à un point tel que le professeur avait remarqué. La professeure, mademoiselle Onyeka, qui dirigeait la classe avec l'énergie de quelqu'un qui croyait sincèrement que ces 2 heures du soir comptaient, avait remarqué dès la 2e semaine qu'Adaz n'était pas une débutante. Elle ne comblait pas des lacunes. Elle accélérait. Elle répondait à des questions que les autres élèves n'avaient pas encore atteintes. Elle posait des questions qui faisaient avancer le cours. Mademoiselle Onyeka avait commencé à rester 5 minutes après la classe pour lui parler. Et c'est dans cette classe, un mardi soir de novembre, qu'Adaz avait rencontré Emeka. Il n'était pas élève. C'était un bénévole. Un fonctionnaire discret qui venait 2 fois par semaine aider en mathématiques, car la classe n'avait pas de professeur attitré pour cette matière et il avait proposé son aide sans qu'on la lui demande. Il avait 31 ans. Il n'avait rien de remarquable en apparence, de la manière dont les bonnes personnes sont parfois discrètes. Pas de mise en scène, pas d'annonce, juste un homme qui venait et faisait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il avait remarqué Adaz de la même façon qu'on remarque quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à la catégorie dans laquelle on l'a placée. Elle terminait les exercices de mathématiques avant qu'il n'ait fini de les expliquer. Il lui avait demandé comment elle faisait, non pas comme un compliment, mais comme une question, de la manière dont on demande quelque chose qu'on essaie de comprendre. Elle lui avait répondu qu'elle s'était formée toute seule à partir d'un manuel abandonné. Il l'avait regardé un moment, puis avait dit, « Il y a d'autres manuels, si tu en veux. » C'est comme ça que tout avait commencé. Pas de manière spectaculaire, pas de manière romantique. Pas encore. Juste un homme qui avait des manuels et une femme qui en avait besoin, et un petit acte discret de décence humaine qui, avec le temps, deviendrait l'une des choses les plus importantes que l'un ou l'autre ait jamais faites. Pendant 6 mois, Adaz avait étudié. Elle avait parcouru les matières de la même manière qu'elle avait toujours abordé les choses qu'elle aimait, complètement, avidement, sans gaspillage. Elle avait 19 ans, elle était la meilleure élève de la classe, elle n'avait pas eu un vrai jour de repos depuis 4 ans, et elle était plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis son départ d'Enugu-Utar. Et puis, inévitablement, la famille l'avait découvert. C'était Chisson qui l'avait vue. Chisson était l'aîné des enfants de l'oncle Boniface, elle avait maintenant 15 ans et un regard perçant, comme le deviennent souvent les enfants qui grandissent dans des foyers où l'on cache des choses. Elle était dans la voiture avec son père, qui rentrait de quelque part, quand ils étaient passés devant le bâtiment de l'école du soir. Elle avait aperçu Adaz par la fenêtre ouverte, debout sur le seuil, un cahier sous le bras, en train de parler à un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Elle l'avait dit à sa mère ce soir-là. Ce qui s'était passé ensuite n'avait pas été une confrontation. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus efficace. Tante Ngozi avait commencé à allonger les tâches d'Adaz. L'heure de début le matin était passée de 5h à 4h30. De nouvelles tâches étaient apparues, qui se terminaient systématiquement un peu après 18h chaque soir. Les courses au marché avaient été reprogrammées les mardis et jeudis après-midi, précisément les jours où Emeka venait donner cours. Elle n'avait rien dit directement. Elle avait simplement fait disparaître l'espace pour l'école du soir. Quand Adaz avait osé demander, prudemment, respectueusement, une seule fois, si elle pouvait assister à ses cours, tante Ngozi l'avait regardée avec l'expression de quelqu'un qui a décidé que la réponse la plus puissante était de ne pas répondre du tout. Elle s'était éloignée. Adaz était restée dans le couloir après son départ et avait compris, avec une clarté presque paisible, qu'elle était en train de regarder la fin de quelque chose. Pas la fin de son ambition. Pas la fin de ses efforts. La fin de sa volonté d'attendre une permission. Elle était retournée dans sa réserve. Elle s'était assise sur son fin tapis. Elle avait sorti son cahier, le 12e maintenant, et avait écrit une phrase en haut d'une page blanche, « Je pars ». Elle l'avait dit à Emeka un samedi. Elle l'avait rencontré à la bibliothèque, ayant étiré une course au marché de 40 minutes, et lui avait tout raconté. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, elle avait déjà décidé de partir, quelle que soit sa réaction. Mais parce qu'il était la seule personne à Lagos qui connaissait son vrai nom, pas la version d'elle-même que la famille avait décidée, et elle voulait qu'au moins une personne le sache. Emeka avait écouté. Il n'avait pas interrompu. Il n'avait pas proposé de solution ou d'opinion immédiate. Quand elle avait fini, il était resté silencieux un moment. Puis il avait dit,
Je connais quelqu'un à Ikeja qui loue des chambres à des femmes travailleuses. Le loyer est raisonnable. Je peux lui en parler. Il avait aussi dit, le conseil d'examen a une date limite d'inscription dans 3 semaines. Si tu veux passer le WAEC, il faut s'inscrire avant. Je peux payer les frais. Tu me rembourseras comme tu pourras, ou pas du tout. Je te laisse entièrement libre. Adaz l'avait regardé. Il l'avait regardé en retour avec une stabilité simple et sans calcul, celle d'un homme qui ne manigance rien. Elle avait dit, je rembourserai chaque naira avec les intérêts. Il avait répondu, je sais. Elle était partie un jeudi matin. Elle n'avait pas écrit de lettre. Elle s'était levée à 4h30 comme d'habitude, avait accompli toutes ses tâches comme toujours, puis à 7h, alors que la famille était au petit déjeuner et que les enfants se préparaient pour l'école, et que personne ne surveillait la réserve, elle avait pris son sac. Le même petit sac avec lequel elle était arrivée 4 ans plus tôt, un peu plus lourd maintenant avec ses 12 cahiers et était sortie par le portail. Elle n'avait pas couru. Elle avait marché d'un pas ferme, à son propre rythme, dans une direction qu'elle avait choisie. Derrière elle, quand ils avaient enfin remarqué son absence, la maisonnée s'était embrassée. Tante Ngozi avait appelé un numéro qui n'existait plus pour elle. L'oncle Boniface avait contacté les parents d'Adaz à Enugu-Utar et s'était présenté comme une victime blessée, trahie par l'ingratitude. Ses parents étaient confus. Ils avaient appelé le seul numéro qu'ils avaient, celui que l'oncle Boniface leur avait donné, mais n'avaient obtenu aucune réponse. Un message était finalement parvenu par le biais d'un réseau de connaissances. Reviens et présente tes excuses, sinon nous ferons en sorte que ta famille sache quel genre de fille tu es devenue. Adaz avait reçu ce message. Elle l'avait lu une fois, puis l'avait mis de côté et avait ouvert ses supports de cours. Il lui restait 12 jours avant la date limite d'inscription à l'examen. Elle n'avait pas le temps pour les menaces de gens qui avaient utilisé 4 ans de sa vie et était maintenant en colère qu'elle ait repris le reste. La chambre à Ikeja était petite et honnête. Un lit simple, une fenêtre donnant sur une cour étroite, une cuisine commune sur le palier. La propriétaire, Madame Théo, l'avait regardée pendant 30 secondes à son arrivée et avait dit, « Tu paies le 1er du mois, tu gardes ton espace propre, et tu ne crées pas de problème dans cette maison. » Adaz avait accepté les 3 conditions. Elle avait trouvé du travail la 2e semaine, un poste de saisie de données dans une petite entreprise de logistique. Le salaire était modeste. Mais il était à elle. Elle étudiait le soir et le week-end. Emeka continuait à lui apporter des supports et à relire ses travaux. Ce qui grandissait entre eux grandissait comme grandissent les choses réelles, lentement, sans annonce, dans la direction de quelque chose de durable. Elle avait passé son examen WAEC 4 mois après avoir quitté la maison. Elle l'avait réussi avec mention très bien dans 6 de ses 8 matières. Quand les résultats étaient arrivés, elle s'était assise dans sa petite chambre honnête et avait longuement regardé le papier, sans pleurer, sans célébrer, simplement en laissant ce vers quoi 4 ans de réveil à 5 heures, d'heures volées à la bibliothèque et de cahiers remplis à la lueur d'une lampe torche avaient tendu, devenir réel. Puis elle avait appelé sa mère. Elle lui avait tout raconté. Leur appel avait duré 2 heures. Sa mère avait pleuré pendant la plupart du temps, non pas de honte, mais de ce chagrin de parent qui comprend trop tard avoir confié sa chose la plus précieuse à la mauvaise personne. Son père n'avait pas parlé pendant les 20 premières minutes après que sa mère lui avait passé le téléphone. Puis il avait dit, « Tu es bien la fille de ton grand-père. » Dans leur famille, c'était le plus grand compliment qu'on puisse faire à une personne. Quant à l'oncle Boniface, il avait découvert ce qu'Adaz était devenu non pas par une conversation familiale, mais à travers un écran de télévision. 3 ans après qu'elle ait quitté sa maison, dans une émission d'information sur les jeunes professionnels qui marquaient leur époque à Lagos, un reportage avait été diffusé sur une jeune femme de 22 ans qui avait lancé une initiative éducative communautaire, offrant un accès à l'école du soir aux travailleurs domestiques et aux jeunes non scolarisés dans 3 zones locales. Son nom était affiché à l'écran. Son visage aussi. Adaz. La fille qui avait balayé sa cour tous les matins à 4h30. Celle qui avait dormi dans la réserve où l'odeur de poisson séché ne quittait jamais l'air. L'oncle Boniface avait regardé le reportage depuis son salon à Surulré, dans la même pièce carrelée, avec les mêmes fauteuils qu'il avait interdit à Adaz d'utiliser.
Personne dans la pièce n'aurait pu décrire ce qui était passé sur son visage, mais tout le monde avait compris qu'il s'y était installé quelque chose de permanent. Un poids qui ne partirait plus. Hadaz et Emeka s'étaient mariés 2 ans après qu'elle ait quitté la maison. C'était un samedi de saison sèche. Leur famille, leurs amis, Madame Adetutu de la bibliothèque qui avait pleuré pendant toute la cérémonie et Mademoiselle Onyeka qui avait prononcé un discours qui avait fait pleurer tout le monde étaient présents. Ils avaient eu 2 filles. Elle avait nommé la première comme sa mère. La deuxième, elle l'avait appelée Amara, ce qui signifie grâce, car c'était ce dont toute cette histoire avait eu le plus besoin. L'initiative éducative avait grandi. Ce qui avait commencé comme une conversation entre Hadaz et 3 autres femmes dans la cuisine de Madame Théo était devenu une organisation enregistrée, financée par 2 fondations et soutenue par un partenariat gouvernemental pour l'appui pédagogique. Elle ne la dirigeait pas par esprit de vengeance. Elle le faisait parce qu'elle savait exactement ce que cela coûtait à une personne de vouloir apprendre sans en avoir les moyens. Et elle avait décidé que ce coût était inutile, et qu'elle passerait sa vie à le réduire. Elle avait finalement rompu tout contact avec la famille de l'oncle Boniface. Pas avec du drame, pas avec une confrontation ou une scène finale. Elle avait simplement cessé de répondre, puis était devenue intraçable. Et le silence était devenu permanent. Ses parents étaient venus lui rendre visite à Lagos. Son père s'était assis dans l'appartement qu'elle partageait avec Emeka, un vrai appartement maintenant, avec des meubles qu'ils avaient choisis ensemble et une lumière qui entrait par 2 fenêtres. Il avait tenu sa petite fille sur ses genoux et était resté silencieux pendant longtemps. Puis il avait dit à Hadaz, « J'aurais dû venir te chercher plus tôt. » Elle lui avait répondu, « Tu es venu quand tu as pu, et j'ai trouvé mon chemin. » Ces 2 choses étaient vraies. La patience est un don. Mais la patience offerte aux mauvaises personnes, dans de mauvaises conditions et pour de mauvaises raisons, la patience utilisée pour se faire petit par peur de ce que la vie pourrait coûter, ce n'est pas une vertu. C'est une cage qui a appris à s'appeler une vertu. L'histoire d'Hadaz n'est pas une histoire de vengeance. Elle n'avait pas construit sa vie pour prouver quelque chose à l'oncle Boniface ou à tante Ngozi. Elle l'avait construite parce que c'était sa vie à construire, et parce que les années qu'il lui avait volées ne lui avaient pas pris la chose la plus importante, sa compréhension de sa propre valeur. Il y a des gens dans ce monde qui prendront ce que vous avez et appelleront cela de l'aide, qui vous utiliseront et appelleront cela de la famille, qui vous maintiendront petit et appelleront cela de la gratitude. Ils ne méritent pas votre patience sans fin. Ils ne méritent pas votre silence, et ce n'est pas à eux de décider ce que vous deviendrez. Parfois, la chose la plus courageuse n'est pas de se battre. Parfois, la chose la plus courageuse est simplement de sortir par le portail à la lumière du matin et de ne pas se retourner. Hadaz savait qui elle était avant que Lagos ne le confirme. Elle avait juste besoin d'une chambre à elle, de 12 cahiers, d'une bibliothèque à 3 arrêts de bus, et d'une personne qui venait 2 fois par semaine avec des manuels et sans arrière-pensée. C'était suffisant. Cela avait toujours été suffisant. Si cette histoire vous a touché aujourd'hui, partagez-la avec une personne qui en a besoin. Quelqu'un qui est encore dans la réserve, qui attend encore une permission. Dites-lui qu'Hadaz est partie un jeudi matin, et que la vie qu'elle a construite ensuite valait chaque pas. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel moment de cette histoire vous a marqué, et dites-moi d'où, dans ce monde magnifique, vous la regardez ce soir. Je lis chacun d'eux. Si vous êtes nouveau sur Hélène Folktal, bienvenue à la maison. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à votre écran maintenant. Une autre puissante histoire africaine vous attend. Vous ne voulez pas la manquer. À la prochaine, mes chers amis, restez conscients de votre valeur. Personne d'autre ne peut porter cette connaissance à votre place.